Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Comme premier sujet, on va vous parler du retour de la clinique mobile de santé de services de proximité qui connaît vraiment un succès incroyable depuis son instauration. Et j'ai deux invités pour en parler. D'abord, Mme Mélanie Larcher, qui est directrice adjointe des services première ligne ambulatoire générale au 6 Montérégie-Centre, et M. Sylvain Bernier, qui est le directeur des opérations et des ressources humaines chez Ambulance de Mers. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Bien, d'abord, parlez-nous précisément là, de cette clinique mobile. Là. Comme je le mentionnais, là, ça connaît vraiment un grand succès. Donc, peut-être nous parler un peu des services qu'on offre et d'où est venue cette idée, justement, d'instaurer ces cliniques mobiles. Bien, on peut commencer. Tu veux commencer avec d'où oui. est venue l'idée? Oui, bien, en fait, la raison pour laquelle je peux vous en parler, c'est que j'étais présent lors du départ là, de la clinique mobile. Ce qu'il faut savoir, d'une part, c'est que la clinique a été mise en œuvre dans la COVID. On est rendu dans notre quatrième année maintenant. Et où on recherchait des solutions, justement, là, pour trouver de l'accès en première ligne à des personnes, des usagers qui étaient sans médecin. En fait, c'est la pandémie qui a fait en sorte que... Oui, c'est un projet issu de la pandémie. On voulait éviter des visites à l'urgence. On voulait chercher des moyens de donner des accès de première ligne à des citoyens qui étaient sans médecin de famille. Et l'idée de joindre un paramédic, une infirmière à l'intérieur d'une clinique mobile qui nous permettait de rejoindre les usagers à leur région, dans leur proximité, et d'où est venue l'idée d'offrir des services là, de première ligne à ces personnes-là. Bon, justement, quels sont ces services qu'on offre? Bon, en fait, de tout pour des problèmes de santé ponctuels. On parle, ça peut être des problèmes de santé au niveau respiratoire, pulmonaire, des soins, infections urinaires. Je vous épargne un peu. Tout ce qui est oreilles, mal de gorge, bon, un peu tout ça. On fait aussi maintenant, c'est tout nouveau, depuis l'année dernière, on a ajouté, parce que la première année, en fait, que la clinique est partie, l'offre de service était seulement pour les 65 ans et plus. Okay. Et depuis 2022, on a bonifié l'offre de service et là, on a ouvert ça à du 0-100 ans. Donc, a commencé tout ce qui était l'offre pédiatrique pour les enfants, les suivis, justement, là, les maux de gorge et maux d'oreille, la fièvre, des choses comme ça. Et l'année dernière, on a bonifié avec la santé de la femme. Donc, tout ce qui est pap test, tout ce qui est les suivis de contraception, début de contraception, tout ce qui est dépistage ITSS. Donc, c'est un petit peu, on fait un peu de tout. Des problèmes de santé ponctuels, problèmes d'insomnie, problèmes, symptômes d'allure grippaux. On fait vraiment de l'évaluation en collaboration entre l'infirmière clinicienne et le technicien ambulancier paramédical. Et évaluation, on fait de l'intervention si besoin, on fait de l'enseignement d'auto-soin et on oriente vers le bon professionnel une fois l'évaluation complétée. Donc, c'est une complémentarité, dans le fond, pour les gens là, qui, habituellement, allaient à l'urgence, devaient attendre. Là, c'est un accès beaucoup plus rapide à un spécialiste de la santé pour, justement, diagnostiquer certains problèmes de santé. Exactement. En fait, là, c'est pour aider les citoyens qui ont des problèmes de santé mineurs d'être en mesure de consulter des professionnels de la santé pour deux choses. La première, est-ce que ce professionnel-là peut m'aider? Puis peut-être qu'il peut régler mon problème immédiatement. On en voit dans toutes sortes de situations, là, les otites, entre autres, d'autres. Et si ce n'est pas le cas, c'est qui le meilleur professionnel pour moi? C'est qui la personne qui va pouvoir m'aider dans ma situation? Puis ce n'est pas nécessairement une visite à l'urgence. Donc, l'équipe de professionnels qui est chargée du paramédic, de l'infirmière, se concerte ensemble pour trouver c'est quoi la meilleure solution à votre problème de santé. Tout ça dans l'objectif, justement, de trouver le bon professionnel et de vous éviter des visites à l'urgence. Cette clinique-là, cette année, là, on a ajouté 2 municipalités. Donc, il y a 9 municipalités qui seront visitées par cette clinique mobile. On va voir d'ailleurs la liste des municipalités à l'écran. Donc, ça confirme une certaine popularité, un certain besoin pour les gens, justement, pour recevoir des soins. Là. Absolument. Les municipalités nous demandent beaucoup. On évalue le besoin, bien sûr, parce que l'objectif de la clinique mobile, c'est d'aller vers les milieux où il y a peu d'accès pour aller offrir de l'accessibilité à une clientèle qu'on parle sans médecin de famille. En fait, là, c'est surtout pour les patients qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, et là, bien, avec le succès qu'on connaît, on est un peu victime de notre succès. Bien là, on a beaucoup de municipalités qui nous ont interpellés pour pouvoir développer l'offre de services dans leur municipalité. Cette année, on ajoute à notre horaire de l'année passée, de l'année dernière, on a les mêmes 7 municipalités que l'année dernière, mais là, cette année, on a ajouté Clarenceville et Saint-Alexandre depuis le 24 mars qu'on a débuté. Bon.
vous travaillez donc chez Ambulance de Mers. Il y a des Quel est le rôle du technicien ambulancier là-dedans, dans ce projet-là, exactement? Bien, en fait, il a plusieurs rôles. Ce qu'il faut savoir, d'une part, c'est que nos paramédics, la profession a grandement évolué dans les 10 dernières années. Il y a maintenant, les paramédics ont 3 années de formation collégiale, maintenant en soins préhospitaliers d'urgence. Donc, d'une part, leur travail, c'est d'opérer la clinique. Ça prend un professionnel pour être en mesure de l'opérer. Bon. Cette clinique-là, il faut la déplacer, il faut l'installer, il faut la mettre en place. Et en même temps, ils viennent en support à l'infirmière par la suite pour tout ce qui est de l'appréciation clinique de l'usager. Donc, on prend l'usager en charge, on fait l'ouverture de son dossier, on s'assure des signes et symptômes, on fait avec elle le tour d'appréciation clinique, savoir quel est le besoin. Et par la suite, par un rapport, on transmet l'information à l'infirmière qui, elle, poursuit, dans le fond, je vous dirais, l'étape de soins. Donc, dans les faits, c'est une complémentarité infirmière-paramédic. L'autre élément très pertinent, c'est que on travaille dans une clinique mobile. Donc, s'il arrive des situations d'urgence, on a des fois des patients qui se présentent parce qu'ils pensent qu'ils font une indigestion, mais en vrai, ils sont en train de faire une crise de cœur. Et donc, à ce moment-là, on peut basculer sur les protocoles paramédicaux. Donc, c'est nos paramédics qui prennent en charge les situations d'urgence s'il arrive pour justement s'assurer du filet de sûreté des citoyens. Bon. Est-ce qu'on est en mesure de quantifier le nombre de personnes qui ont utilisé la clinique mobile au fil des ans? Oui, depuis son tout début, c'est près de 4000 usagers qui ont consulté la clinique mobile. L'année dernière, on était à un petit peu plus que 1900 usagers qui ont consulté au cours de l'année dernière, et ça, c'est 53 de plus que l'année d'avant. Donc, plus ça va, plus les gens viennent consulter à la clinique mobile. Puis, on a aussi déployé l'année dernière un partenariat avec les organismes communautaires, beaucoup d'organismes communautaires, et ce qui fait en sorte qu'on va chercher de la population vulnérable ou des gens qui ne connaissaient pas la clinique mobile, puis la promotion se fait via les organismes communautaires, donc ça a vraiment bonifié notre accès. Oui. Puis, je suis dans la mesure aussi de dire les consultations les plus fréquentes. Bon, c'est sûr qu'une personne qu'un symptôme peut se présenter, mais est-ce qu'il y a des cas particuliers là, où on remarque une plus grande intervention de la part de tout ce qui est, spécialistes? Absolument. Tout ce qui est otite, maux de gorge, ORL, là, tout ce qui est justement là, les symptômes d'allure grippose, c'est beaucoup ça. La dermatologie aussi, beaucoup. On a tout ce qui est douleurs musculo-squelettiques, tout ce qui est maux de dos, difficultés. Là. En gros, c'est nos 3 plus grandes demandes de consultation. Et depuis l'année dernière, on a aussi la santé de la femme, qui est une très grande demande de consultation. Bon. Il y a sans doute beaucoup d'avantages aussi à avoir une espèce de clinique sur roue. Vous l'avez mentionné, mais je pense qu'il y a quelque chose de rassurant pour les gens de voir qu'on peut rapidement rencontrer quelqu'un pour nos problèmes de santé. C'est exactement ça. En fait, l'objectif, là, c'est d'une part, c'est une clinique qui se déplace dans des différentes municipalités. On la voit, on ne peut pas la manquer. Non, on ne peut pas la manquer. Elle est grosse, elle est jaune, elle ressemble à des ambulances à certains. Aujourd'hui, d'ailleurs, je pense qu'elle est ici au stade de baseball. Exactement. Et l'objectif, c'est justement de montrer qu'on est en mesure d'offrir des services de proximité, que les citoyens peuvent avoir accès à des services. Souvent, là, on ne sait pas à quelle porte frapper. On ne sait pas où on doit aller. Et la clinique, bien, elle donne cet esprit-là d'ouverture tout en se rapprochant des services aux citoyens. Donc, on se rapproche par des villes villes et villages qu'on visite. Donc, tout ça, c'est dans un objectif de pouvoir se rapprocher du citoyen. Bon, vous en avez parlé un peu, là, mais peut-être nous parler un peu du partage des rôles entre les paramédics et les infirmières, peut-être là, pour que les gens comprennent un peu là, ce qu'ils vont retrouver là, en clinique mobile. Oui. Bien, en fait, comme je vous disais un peu plus tôt, d'une part, le paramédic, lui, sa responsabilité, comme je vous disais, c'est de recevoir l'usager, d'être en mesure de faire un peu le tour, de prendre des informations, justement, de faire de l'appréciation clinique, les signes vitaux, s'assurer de prendre l'anamnèse, donc les informations qu'on a besoin pour pouvoir traiter votre dossier. Par la suite, transfère sa responsabilité à l'infirmière, qui, elle, en fonction, puis Mélanie pourra certainement parler beaucoup plus que moi, mais en fonction de son champ d'expertise, va pouvoir soit d'une part être en mesure de régler les problématiques, dans bien des cas, c'est le cas. Souvent, on a aussi l'opportunité d'avoir un médecin qu'on a à distance, donc être en mesure de se référer si jamais il y avait des besoins plus précisément ou des questions qui font en sorte déjà une grande portion, près de 30 des usagers qui consultent la clinique n'ont pas besoin d'autres rendez-vous. Donc, ils viennent en clinique puis le problème est résolu.
C'est ça. Parce qu'on n'a pas besoin de prendre rendez-vous. Dans le fond, quelqu'un qui a un symptôme, peu importe ce qu'il pense avoir, peut se présenter à la clinique mobile et là, on va le prendre immédiatement en charge. On pourrait, idéalement, c'est prendre un rendez-vous via Clic Santé. Ça, c'est la meilleure des choses. On a un numéro de téléphone unique aussi où les gens peuvent appeler ceux qui n'ont pas accès à Donc, Internet. le premier geste à faire, c'est prendre un rendez-vous sur Clic Santé. Okay. Par contre, on peut se présenter à la clinique. S'il n'y a pas de rendez-vous puis il y a de la capacité, nos équipes vont les prendre tout de suite. Sinon, ils vont leur redonner un rendez-vous dans la journée même, s'il y a de la place. Puis tout dépendant aussi de l'urgence de la situation, là, ça c'est bien sûr, bien entendu. Mais idéalement, là, via Clic Santé, il faut prendre un rendez-vous. Et juste pour bonifier ce que Sylvain disait, en fait, effectivement, c'est qu'on a aussi un corridor de service avec des médecins, mais avec la clinique d'IPS aussi, où on a un otoscope virtuel, si on veut, là, qui prend des images. On envoie ça à notre équipe médicale ou infirmière praticienne et le patient n'a pas besoin de se déplacer. Il est encore dans la clinique. On envoie ça. Le traitement se fait via, c'est comme un corridor comme ça, l'IPS où le médecin évalue l'image. C'est une otite. On envoie la prescription directement à la pharmacie du patient. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Donc, il y a tout ce beau corridor-là aussi là, qui aide à être de proximité, à éviter de grands déplacements, à éviter de prendre congé une demi-journée à une journée pour aller consulter pour une otite, par exemple. Ouais, très rapidement, en 30 secondes, vous avez parlé donc qu'il y a 30 d'amélioration de gens qui ne se présentent pas à l'urgence. Donc, évidemment, on a dû remarquer ça dans les hôpitaux de la région, là, que ceux qui vont à l'urgence, peut-être, sont vus plus rapidement à cause de ça. Oui, mais quand je vous disais 30 c'est des usagers qui ont trouvé leur réponse immédiatement en clinique. Naturellement, c'est beaucoup plus de gens que ça qui sont référés vers un médecin ou autre qui ne visitent pas l'urgence. Donc, il y en a une grande partie, sinon pas la vaste majorité. Maintenant, naturellement, toutes les visites qu'on évite à l'urgence, c'est un poids de moins pour l'urgence. Maintenant, de le mesurer, vous comprenez que des fois, c'est un peu difficile, mais on sait toutefois que tous ces usagers-là, leur porte d'entrée, ça aurait été l'urgence. Hein. S'ils ne se présentaient pas là, ils se seraient présentés à l'urgence. Donc, on sait que c'est des économies. Tout à fait. Donc, vous pouvez voir cette clinique mobile là, un peu partout dans la région au cours des prochains mois. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et je pense que c'est un service essentiel vraiment pour les gens qui ont besoin de soins de santé. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Mon prochain invité va se présenter comme candidat dans le district 2. C'est Iberville-Saint-Anna-Sud. C'est pour l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. Il s'agit de M. Bruno Santerre. M. Santerre, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, bienvenue sur le plateau. D'abord, qu'est-ce qui vous amène à faire le saut en politique municipale et à vous joindre à l'équipe Marilyn Charbonneau? J'aime la politique, c'est un départ. Donc, j'aime la politique, j'ai suivi ça. Je suis, dans le fond, politique américaine, québécoise, fédérale, provinciale. Puis le municipal, on regarde les tribunes qui passent de temps en temps sur Internet. Puis, à regarder ça, je dirais, il y a 2 ans, surtout, là, on voyait il y a des choses qui m'interpellaient en tant que citoyen. Je voyais des citoyens qui allaient à la période de questions, poser des questions sur des enjeux qui leur étaient personnels. Puis, souvent, il y avait des réponses. On n'avait pas des réponses à leur donner. Des fois, on contournait la question. Je sentais des fois du mépris envers certains citoyens. Ça me déplaisait à l'intérieur. Je me sentais pas bien là-dedans. Puis, j'ai décidé de me rendre sur place. Je suis allé, puis j'ai parlé, j'ai
exprimer mon mécontentement, que j'avais mal à ma vie. Je me sentais pas bien avec les décisions qui étaient prises. Puis, de fil en aiguille, après ça, j'ai commencé à discuter avec Marilyn Charbonneau. Puis, tranquillement, ça a débloqué sur ma présence ici aujourd'hui. Mais donc, c'est quand même une décision qui a été réfléchie tout récemment. Vous dites à peu près 2 ans là, où vous suivez ça de façon plus assidue là, au niveau. J'avais suivi un peu avant, ouais, mais là, vraiment, ouais, s'intéresser au dossier, là, c'est beaucoup plus actuel. Depuis les dernières années, j'ai écrit quelques articles aussi dans le Canada français. J'ai donné mon opinion à plusieurs reprises. Puis, c'est vraiment pour donner l'heure juste aux citoyens. Il y a un décorum que je crois qu'il doit y avoir. Il y a des décisions qui sont prises. Je trouve que ce que j'observe, ce que je ressens quand j'en discute aussi avec des proches qui suivent la politique au niveau municipal, c'est comme s'il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de vision. Les dépenses étaient parfois non justifiées aux citoyens. Le citoyen qui se présente et qui cherche à comprendre une décision qui a été prise par le conseil, si elle ne lui est pas expliquée, c'est difficile à comprendre, puis ça devient frustrant pour les citoyens. Oui, et ça, je pense que c'est un aspect que vous souhaitez, là, un peu plus de transparence et qu'on explique un peu plus les décisions qui se prennent à l'Hôtel de Ville. Exactement, exactement. Une décision peut ne pas nous être favorable, mais on peut la comprendre, c'est les justifier. Et il y a beaucoup de décisions par le passé, dernièrement, qui mènent à ça. J'ai parlé de cynisme aussi là, envers la politique municipale. Bien, on parle qu'on a des infrastructures qui sont vieillissantes. On parle qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre à la ville. Mais de l'autre côté, durant le dernier mandat, on a parlé d'hausse de salaire des employés, des conseillers municipaux de 30 % avec une indexation. On a parlé du déneigement à gauche qui a fait un tollé où les citoyens se sont présentés à plusieurs reprises au conseil de ville pour dire leur mécontentement, qu'ils ne désiraient pas ça. Puis, suite à ça, on a passé outre. On l'a fait une fois, une saison, pour ensuite dire « Ah, finalement, on revient de l'autre côté ». Donc, c'est des décisions qui ont été des décisions politiques et non des décisions pour servir les citoyens de Saint-Jean. Donc, c'est de l'argent, 1 million, ça va coûter à peu près 1 million. C'est des décisions qui coûtent des sous, qui ne sont pas planifiées, pas organisées. Puis, souvent, les projets sont, je dirais, mal ficelés, là, comme là, le déneigement. On aurait pu attendre une année, prendre le temps d'y réfléchir, expliquer notre décision, mais on a dit aux citoyens à la place, bien, il n'y a plus de machinerie à gauche, ce qui était faux. On a dit qu'on était la seule ville au Québec qui faisait ça, qui avait encore du déneigement à gauche. Alors que pour une intersection qui était problématique, on aurait pu gérer à la pièce et non dépendre des sous. On parle d'efficience, c'est de l'argent, des ressources humaines, des ressources matérielles qui ont été dépensées, de l'énergie qui a été mise là au lieu de mettre au service des citoyens. Bon. On va revenir à votre district. Là. Ça fait quand même plusieurs années que vous demeurez dans ce district-là. Toute ma vie. Oui, toute votre vie. Donc, vous pouvez dire que c'est un district dont vous connaissez les enjeux, les dossiers. Peut-être nous en parler de quelques-uns de ces dossiers que vous voulez attaquer là, si jamais vous êtes élu au conseil municipal. Certainement. Bien, si on parle des pompes, la séparation des égouts pluviales sanitaires, ça, c'est important. Il y a des pompes qui sont installées sur Belle-Rive tout le long. Ensuite de ça, il y a tout ce qui est, mais tu sais, c'est de le faire planifié. C'est s'assurer quels endroits on va faire en premier. Là, on vient d'avoir l'état de nos réseaux. Là. Ouais. Donc, s'assurer quels endroits on va prioriser pour s'assurer que ce soit le plus efficace possible avec l'argent qu'on a. Ensuite, il y a une piste cyclable qui ne coûterait pas énormément. On a parlé qu'on a plusieurs bouts de pistes cyclables dans Saint-Jean. Harmoniser ça tout le long de Belle-Rive pour se rendre jusqu'au domaine Frédéric, désenclaver ce secteur-là, parce que même moi, avec mes enfants, on ne peut pas se rendre au parc Goyette. Il n'y a pas de parc dans le coin. Donc, c'est très important de faire un réseau cyclable digne de ce nom. Ensuite de ça, il y a d'autres enjeux. Je vous disais, ça va jusqu'au parc industriel. Le parc industriel, dans le fond, là, est-ce qu'on peut s'asseoir avec les gens là-bas, les industriels, et voir s'il n'y a pas de réseau de transport qui se rend là? Donc, est-ce qu'on peut trouver un moyen, c'est pas facile parce que les horaires sont différents, mais est-ce qu'on peut voir avec eux une façon,
je suis beaucoup en recherche de solutions. Là. Est-ce qu'on peut s'asseoir et trouver une façon que ça fonctionne? Ça, c'est pour combler, et ça a été discuté ici sur ce plateau-là, ça a été avancé, c'est pour combler en fait une espèce de manque de main-d'œuvre spécialisée que les entreprises pourraient avoir, mais évidemment, avec les corps de travail qui sont souvent hybrides, bien, ça pourrait aider justement les entreprises à trouver du personnel, justement, si on devait améliorer ou offrir plus de transport pour ces entreprises-là. Certainement. Et s'il y a un besoin aussi. C'est s'assurer que le besoin est là. On ne travaillera pas si le besoin n'est pas là. Donc, s'asseoir, vérifier avec eux. Puis, si la demande est là, on va essayer de trouver une solution pour améliorer ça. Bon. Vous êtes issu du domaine de l'éducation. Exact. Vous êtes enseignant, je pense, en adaptation scolaire. Exact. Et je pense que vous aimeriez, en fait, qu'il y ait une approche avec les entreprises et les organismes pour, justement, là, englober tout ça, là. Bien, c'est ça. J'ai toujours travaillé pour faire l'intégration de mes élèves. Présentement, je travaille avec des élèves avec une déficience intellectuelle. Puis, on leur trouve des milieux de stage, plusieurs commerçants sur la rue ici. Donc, on leur trouve des milieux pour continuer les apprentissages, jusqu'à quand ils arrivent à 21 ans. Des fois, il y a une petite zone où il n'y a pas de prise en charge des services sociaux, ils n'ont pas de services. Donc, on veut les garder en activité pour faire le maintien des acquis aussi. Donc, ça, on peut leur trouver un endroit qui devient leur milieu de travail, des occupations en quelques jours, faire du bénévolat ici et là. Donc, on essaie de les outiller au maximum pour qu'ils puissent, dans le fond, mais il y a quelques entreprises qui le font déjà. Oui, il y en a beaucoup. Je n'ai pas le nom d'entreprise exactement dans le secteur NDL où ils embauchent justement des l'atelier industriel. Voilà, l'atelier exactement. industriel, oui. Exactement. Donc, c'est un peu sur cette forme-là que vous aimeriez qu'on développe davantage. Hein? Il y a ça. La Ville a sa part à faire aussi. Mais tu sais, il y a des commerces privés qui prennent pour faire des tâches. Souvent, nous, on va faire des tâches qui sont répétitives, mais qui sont utiles pour l'entreprise, puis qui sont valorisantes pour nos jeunes. Bon. Vous en avez parlé un peu des décisions que l'Hôtel de Ville prend au niveau de la gestion des finances aussi. Mais je pense que ce que vous souhaitez, c'est de restaurer un espèce de climat de confiance à l'intérieur de la Ville et de l'Hôtel de Ville. Exact. Restaurer le climat de confiance, parce qu'on voit depuis... Là, on parle de sous-investissement dans les infrastructures sportives. On parle qu'on manque d'argent à Saint-Jean. Mais quand je regarde le conseil, quand j'en parle avec des gens, quand on parle de politique, bien, on se rend compte que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont là depuis 12, 16, 20 ans. Puis, ce que j'aime de Marilyn, dans le fond, c'est qu'elle est allée chercher des gens dans son équipe qui répondent aux besoins des citoyens. On parle d'infrastructure. Stéphane Bergeron, qui a une spécialité, ingénieur spécialité d'infrastructure. Emeline, on parle de gestion des finances publiques, qui est fiscaliste. Éric, on parle de transport, qui est contrôleur chez Exo. Marie, on parle d'urbanisme. Mélanie, on parle de la famille. On veut le développement des familles dans Saint-Jean, que ce soit des plus jeunes aux plus vieux. Donc, qui a bâti des CPE de zéro jusqu'à faire la fusion de 3 CPE. On a des entrepreneurs comme Louise, Louko, Caroline en environnement, sur des sujets. Donc, on a une très belle diversité dans l'équipe pour justement rendre des services aux citoyens. Ouais. Ça, je crois, puis ce qu'on peut apporter, c'est la vulgarisation des décisions qui sont prises. Pas juste dire, oui, on est d'accord avec ça, mais vraiment dire, nous prenons la décision d'aller dans telle direction pour telle raison. Si on a des critères au départ pour expliquer pourquoi on va dans telle direction, les citoyens vont comprendre. Oui, vous avez fait allusion à Mme Lemieux. On va le recevoir d'ailleurs plus tard cette semaine pour justement nous parler un peu de sa vision des choses. Il y a un autre domaine aussi qui vous préoccupe, là, c'est vous pensez que Saint-Jean doit se doter là, de plus de marchés de producteurs. Parce que, évidemment, c'est un secteur qui est évidemment touché par tout ce qui s'en vient et les annonces faites de l'autre côté de la frontière. Et c'est un secteur qui vous touche particulièrement, ça aussi. Bien, j'ai vécu sur une fermette, j'ai beaucoup de cousins, de familles qui sont dans le milieu agricole. Donc, je comprends la réalité. Il y a une partie de votre district, d'ailleurs, est agricole. Beaucoup agricole. Donc, ces gens-là, ce sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont des produits à mettre sur la table. Tu sais, là, je parle de mon secteur, mais ça peut venir de la MRC aussi. C'est des produits locaux, on veut acheter local. Donc, c'est sûr que
Iberville a été un peu plus laissé pour compte des fois dans des décisions de la ville. Puis, s'il y a un marché public à Saint-Jean, il pourrait en avoir plus à Iberville, plus de secteurs à proximité des citoyens ou quelques heures, une plage où les gens peuvent y aller un samedi ou un dimanche. On sait que de telle heure à telle heure, il y a des producteurs locaux qui vont être là. On y va, on prend quelques achats, puis on retourne chez soi. Ben, donc, ça doit faire partie de votre vision un peu, parce que je pense que vous souhaitez qu'on mette en valeur davantage les terres cultivables là, pour justement aider ces gens-là. Bien, il faut aider les agriculteurs, il faut leur permettre de fonctionner. Ce pas des gens qui demandent énormément à la ville. Ils demandent de circuler avec leur machinerie. Certains ont des terres de l'autre côté de la rivière, puis c'est difficile pour eux d'accéder, de traverser la ville. Donc, si on peut être facilitateur, leur permettre de traverser. Des fois, c'est peut-être juste de bloquer le pont, de permettre aux tracteurs de passer. Là, la nuit, ça devient plus difficile. Donc, c'est vraiment pour faciliter la vie. On veut faciliter la vie à tout le monde. Bon. En terminant, vous l'avez mentionné en début d'entrevue, mais quand même, si vous êtes élu au conseil municipal, quelle est votre vision pour Saint-Jean, là, pour, en tout cas, le prochain mandat là, pour les 4 prochaines années? J'aime ma ville. Je rêve d'un Saint-Jean dynamique. Je rêve que le réseau cyclable soit plus accessible. Je rêve que les citoyens s'investissent dans la ville parce que plus, tu sais, là, on est à environ 30 de taux de vote à Saint-Jean. Si ça augmente, c'est que les gens s'impliquent. Et plus une société, plus le village est uni, plus s'entraide, plus le Saint-Jean va être fort. Plus on devient individualiste, plus on pense à nos propres besoins, moins la solidarité est là, et plus on se fragilise, dans le fond. Donc, je rêve un Saint-Jean unifié, puis si on peut bonifier, dans mon secteur Iberville, là, tout ce qui est près de Pavillon Mille-Roches, on a le plus gros club de BMX à Saint-Jean, au Québec. Donc, puis là, on va recevoir des événements cet été. Est-ce qu'on peut faire un secteur, des pôles sportifs où les gens peuvent rester passer la journée? Donc, il y a beaucoup d'argent à investir là, puis rendre ça plus beau. M. Santerre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonne campagne électorale. On aura sans doute l'occasion de se recroiser. Merci à vous. Merci, au revoir. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.